paulapalais.com. Bonjour, nous commencerons la revue de la semaine avec le dossier élections. Les États-Unis, contrairement à leur décision préalable, ont décidé d'aider le gouvernement provisoire à l'organisation des élections du 20 novembre et du 29 janvier. Voici le texte l'annonçant. Washington soutient le financement des élections. Les États-Unis apportent un soutien financier pour supporter les élections haïtiennes suite au passage de l'ouragan Matthew. La dévastation générale provoquée par le passage de l'ouragan Matthew a entraîné un besoin inattendu, urgent et considérable de réhabiliter les centres de vote et les routes affectées en Haïti, notamment dans les départements du Sud, de la Grande-Anse et des NIP. En conséquence, le gouvernement des États-Unis octroiera un soutien financier au Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet pour appuyer un processus électoral opportun et transparent. Nous sommes encouragés par les nombreux progrès que le Conseil électoral provisoire, le CEP, a effectués dans le processus électoral et nous exhortons tous les acteurs à participer pleinement et pacifiquement dans le processus démocratique. Les États-Unis réitèrent leur support à l'achèvement d'élections honnêtes, transparentes et pacifiques comme programmé pour les 20 novembre et 29 janvier prochains. Fin de l'annonce. Cela va permettre au gouvernement de parer au plus pressé et d'abord la réparation des centres de vote endommagés, le transfert vers d'autres lieux des déplacés hébergés dans des écoles, des églises ou ailleurs et ensuite la mise en place d'un système pour remplacer les cartes SIN perdues. Voilà qui est de nature à calmer ceux qui pensent que les élections ne pourront pas avoir lieu le 20 novembre comme convenu. Les médias relayent ces informations dans leurs différents bulletins. Un coup d'œil sur ce qui a commencé à être fait. Eh bien, les travaux de réhabilitation des écoles et des centres de vote ont déjà commencé. Les ministres de l'économie et des finances, des travaux publics, le gouverneur de la Banque centrale, les directeurs généraux Lucien Francoeur du FAES, Clément Bélizaire de l'ULCB et Patrick Norama du BMPAD ont pris part à une rencontre avec le président provisoire. Les discussions ont porté notamment sur les travaux en cours et à venir dans les zones affectées par l'ouragan Matthew, ainsi que sur la répartition de la maîtrise d'ouvrage entre les trois institutions publiques. 166 centres de vote à réparer par le Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES, 43 par le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, le BMPAD, et 31 par l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, la UCLBP. C'est ce que dit un communiqué du Bureau de communication de la présidence. Les travaux concernent donc un total de 240 centres de vote, équivalent à 1226 bureaux de vote et 608 846 électeurs. Ces centres de vote, dont certains servent aujourd'hui d'abri provisoire pour les familles sinistrées, sont classés en trois groupes: école nationale, école non publique, école congréganiste, communautaire, institution publique, bureau, CASEC, mairie, église et institutions privées. Cette stratégie de réhabilitation vise donc à répondre dans l'immédiat aux besoins de la réponse scolaire et des élections. Le président de la République a insisté sur la priorisation des firmes locales dans la réalisation de ces travaux. Plusieurs firmes engagées par les maîtres d'ouvrage sont déjà sur place et ont déjà entamé des travaux dans le sud et dans les NIP. Par exemple, la reconstruction de 2 écoles à Campérin et à Torbec et de 6 autres dans les NIP ont déjà débuté, précise le communiqué de la présidence.
Le ministère de la Défense lance un avis de recrutement pour une nouvelle classe de techniciens militaires en génie civil. La période de recrutement s'étend du 31 octobre au 17 novembre. Les postulants doivent être âgés de 17 à 25 ans. Il faut soumettre au moment de l'inscription 4 photos d'identité de date récente, évidemment, un certificat de bonne vie et mœurs délivré par la direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ, pour ceux de Port-au-Prince et par un tribunal de paix pour ceux des villes de province. Ils subiront des évaluations intellectuelles, physiques et médicales, a indiqué M. Souverain, qui renouvelle la volonté du gouvernement de former plus de cadres en génie militaire au service du pays. Insécurité maintenant, la police continue à arrêter des détenus échappés de la prison de l'Orcaillet. L'inspecteur Jean-Marie Rochenel, il est le porte-parole départemental de la police, a annoncé que dans la nuit du 24 au 25 octobre 2016, dans le cadre de l'opération Carton Rouge, les forces de l'ordre de l'Artibonite ont capturé à Gros-Morne 2 des 162 évadés de la prison civile de l'Orcaillet. Il a présenté à la presse les 2 détenus arrêtés, Charleston Luxon, 27 ans, condamné pour vol à 5 ans de détention, et Gustave Junior, 25 ans, également condamné pour vol à 3 ans de prison. En outre, il a annoncé l'intention des opérations policières dans l'Artibonite avant d'exprimer sa satisfaction pour la collaboration des habitants de Gros-Morne qui ont contribué à la réussite de ce coup de filet. Rappelons à cet effet que toute la population est invitée à collaborer avec la police si elle pense détenir des informations sur les évadés en appelant le 38 38 11 11 ou le 38 37 11 11. À Saint-Michel-de-la-Talaye aussi, des détenus ont été arrêtés par la police. 7 individus, dont un évadé de la prison civile de l'Orcaillet. Et Haïti Libre note que depuis l'évasion des 172 prisonniers de la prison de l'Orcaillet le 22 octobre dernier, 10 détenus ont été repris le jour même et seulement 3 depuis lors. Ce qui fait que 158 détenus, mes amis, c'est beaucoup, sont toujours en cavale et activement recherchés. Toujours insécurité, un camion de l'UNICEF transportant des médicaments, des kits de sages-femmes ont été pillés par des inconnus au niveau du pont de Torbec. Et puis, au Caille, très mauvaise nouvelle, un enfant de 11 ans a été tué par balle au moment du débarquement d'un bateau portant pavillon portoricain et qui débarquait de l'aide. Est-ce nécessaire d'utiliser des balles pour tirer ainsi sur la foule? Pas beaucoup d'explications là-dessus pour savoir qui a tiré. Vers une régularisation des Haïtiens dans les batailles, c'est un autre titre à la une cette semaine. Le ministre conseiller Jean-Tolbert Alexis du consulat général d'Haïti à Higoué, en compagnie du vice-consul Kléber Balthazar et de 2 agents consulaires, a tenu une réunion à la centrale Romana dans le cadre de la régularisation des compatriotes haïtiens dans les batailles. À ce propos, les cañeros, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les batailles, ont envoyé 4608 copies de demandes de documents au président provisoire, ce pour leur permettre de régulariser officiellement leur situation pour l'obtention de leurs papiers tels que acte de naissance, carte SIN, entre autres, pour avoir une vie bien meilleure en République dominicaine. Toujours dans le domaine aide, après le passage de Mathieu, la CARICOM a décidé de s'associer avec la FAO afin d'analyser la possibilité pour la FAO de coordonner l'assistance agricole de la CARICOM conjointement avec le ministère de l'Agriculture. Il s'agit de renforcer l'appui de la FAO au plan de réponse du ministère de l'Agriculture haïtien à travers des actions concrètes à court et moyen terme, notamment la distribution d'intrants agricoles aux producteurs et productrices des semences, des engrais, des pesticides, des poulets, des petits ruminants, des équipements
du matériel de pêche ainsi que des instruments aratoires. L'appui technique pour les travaux de préparation de sol, de réhabilitation des infrastructures, de transformation et de stockage en vue de la recapitalisation des exploitations agricoles paysannes affectées par le passage de Mathieu. Et puis, toujours dans ce domaine aide, après le passage de l'ouragan, ADRA va fournir 2,8 millions de repas en Haïti. L'Agence de développement et de secours adventiste, ADRA, Adventist Development and Relief Agency, s'est associée à Stop Hunger Now pour distribuer 2 851 200 repas à la population en Haïti, ceci dans le cadre de leur réponse suite au passage de l'ouragan Mathieu. On apprend également cette semaine que l'aéroport Toussaint-Louverture va être agrandi. Le président provisoire José Privert, accompagné du Premier ministre Enex Jean-Charles, a tenu une séance de travail avec Yves Romain Bastien, le ministre des Finances, Jacques Evel Éveillard, le ministre des Travaux publics, Harry Clinton, le directeur général de l'aéroport international, ceci en vue des travaux de cet agrandissement. Participait également à la réunion le directeur du Conatel concernant la licence 4G qui va être délivrée aux opérateurs téléphoniques par le Conatel. Et c'était là les principaux faits qui ont fait l'actualité pendant la semaine. L'ouragan de catégorie 4, avec des vents soufflant à plus de 230 km/h, a tourné pendant environ 12 heures au-dessus d'Haïti. Les dégâts sont d'autant plus graves et innombrables et s'étendent, comme on le sait, sur pas moins de 5 départements géographiques, dont les plus frappés sont le sud, la Grande-Anse, les Nippes et le nord-ouest. Mathieu se caractérise par la violence de ses vents, ainsi que par des inondations monstres, comme on le sait. Cependant, on peut dresser une cartographie des dégâts de l'ouragan. Ici, c'est le vent qui a fait le plus de dommages. Là, les inondations. Un exemple est la plaine des Nippes. Plus près d'Ansavo, ce sont des jardins totalement aplatis. Du cocotier le plus grand au faible bananier, avec au milieu de ce désastre, comme un cheveu sur la soupe, des toitures encore en entier, mais déposées au sol comme par quelques géants ayant les mains trop remplies, loin de la maison à laquelle ces toitures appartiennent. Tandis qu'à Petite-Rivière de Nippes, non loin de là, ce sont les inondations qui ont sévi. La commune ne compte pas moins de 4 ou 5 rivières, et qui ne sont pas petites du tout, en l'occurrence, gonflées par les tonnes d'eau que l'ouragan a fait dévaler des montagnes. Les flots tumultueux ont arraché des pans entiers de la nouvelle route du département des Nippes, ainsi que des constructions, des maisons apparemment solides, arrachées de leurs fondations pour les entraîner à la mer. Un massacre. Des véhicules ont été également emportés dans le tas. Les rivières sont sorties de leur lit et plus de 2 semaines plus tard, elles campent encore au centre-ville de Petite-Rivière de Nippes, interdisant pratiquement toute activité. Un phénomène encore jamais vu dans cette région. Aussi, y porter remède sera d'autant plus compliqué si on n'en remonte pas à la source, en amont, comme on dit. Définitivement, c'est la ville des Cayes, chef-lieu du département du Sud, qui semble le mieux s'en sortir, malgré que l'œil de l'ouragan se soit trouvé juste au-dessus. Cependant, les Cayes semblent avoir tiré des leçons des ouragans précédents, et la majorité des maisons de la ville sont construites en dur. Donc, moins de toitures emportées, à l'exception de constructions plus d'époque, comme la cathédrale des Cayes, dont le toit est pratiquement à ciel ouvert. L'église de Cavaillon, quant à elle, n'a pu garder une seule feuille de tôle.
Ce sont des éléments du patrimoine national bâti, comme on dit, donc méritant une attention spéciale. De Cavaillon à la ville d'Écailles, cela ne fait pas plus d'une demi-heure, mais suffisamment pour réunir tous les ingrédients qui font de Matthieu la pire malédiction qui soit. En effet, on a là réuni ce mélange de tables rases et de terre brûlée laissée par les vents, avec de plus des rivières sorties de leur lit pour inonder jardins et plantations, rivières et bananeraies, mais aussi ici la mer qui a traversé la route nationale, et c'est la salinisation des terres qui va prévenir toute culture tant que des travaux de drainage importants n'auront été accomplis. Travaux, bien entendu, hors de portée pour nos cultivateurs. L'ouragan n'en a pas moins attaqué aussi les infrastructures. C'est comme on sait, le pont sur la rivière La Digue à Petit-Goâve, mais aussi dans les Nippes. Le pont sur la grande rivière des Nippes, de construction récente par une compagnie chinoise, Pékin, ouvrage d'art, ouvrage imposant, mais déjà menacé. En effet, la rivière, la grande rivière, comme on l'appelle, s'est considérablement élargie, beaucoup plus que n'imaginaient les constructeurs. Ne parlons pas des écoles, affectées presque partout. La nouvelle route de Jérémie menace, très jolie route, très beau paysage dans la montagne, mais qui menace déjà, en beaucoup d'endroits, d'être coupée par les éboulements du haut de la montagne. C'est une route de montagne, c'est très beau, comme d'habitude, c'est une belle réalisation, mais de toute évidence inachevée. Inachevée, voilà un luxe qu'on ne peut plus se permettre quand le pays est aussi menacé qu'on dit par des catastrophes naturelles récurrentes, successives. Aussi, c'est peut-être la première fois de l'histoire qu'il est impossible d'atteindre la commune des Baradères. Baradères, qu'on appelle la Venise d'Haïti, et bien de toute l'histoire, peut-être, c'est la première fois qu'il est impossible que Baradères se trouve totalement enclavé au milieu des eaux, totalement impossible d'être atteint, que ce soit du côté des Nippes, que par la route de Cavaillon, hôpital Bonnefin. Justement, la leçon de Matthieu, c'est qu'on ne peut plus faire comme avant, qu'on ne peut plus se contenter de solutions bout de ficelle, comme les dirigeants haïtiens actuels se préparent probablement à faire, faute de grands moyens. Mais voilà, il faut le faire, d'une façon ou d'une autre. Les nombreuses rivières, de petites rivières de nid, par exemple, doivent être mises sous contrôle, comme on dit, en amont, depuis le haut de la montagne, comme partout ailleurs. Ce n'est pas seulement à Petite Rivière de Nid, comme partout où la même situation se présente. L'électricité qui évidemment manque partout, à tous ces endroits, l'électricité et un réseau de distribution d'eau potable doit être non seulement établi mais garanti. L'habitat doit être, particulièrement dans la grandeur, l'habitat doit être totalement, comme on dit, revu et corrigé. Or, tout doucement, on le sait aussi, l'État haïtien s'est dessaisi de cette obligation, laissant le pauvre citoyen tout seul devant affronter les 7 plaies d'Égypte. C'est peu dire, puisque d'après tous les savants, Haïti se trouve parmi les plus exposés aux manifestations du dérèglement climatique. Palais.com